Bienvenue à tous. Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Pierre Benoît pour TV5 Monde, Francis Laloupeau, Africa numéro 1, et Laurent Larcher du quotidien La Croix. Et c'est autour de trois sujets cette semaine. Tout d'abord, la mort de l'opposant congolais Étienne Tshisekedi à Bruxelles, en Belgique, à l'âge de 84 ans. Ainsi s'efface une figure historique de la scène politique de la RDC. Le bilan très fourni du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie, avec notamment la réintégration du Maroc au sein de l'organisation. Et puis enfin, parmi les 7 pays visés par le décret anti-musulman controversé du président américain Donald Trump, figurent 3 pays africains. Tout d'abord donc la mort du vieil opposant congolais Étienne Tshisekedi. Il s'est éteint donc dans la capitale belge des suites d'une embolie pulmonaire ce mercredi. Le résumé du sujet par Sophie Roussy de TV5 Monde sur le parcours d'Étienne Tshisekedi. Sa popularité était restée intacte. En juillet dernier, ils étaient des centaines de milliers à l'accueillir à son retour au pays. 2 ans qu'Étienne Tshisekedi n'avait pas foulé le sol congolais pour raison de santé. Et l'éternel opposant, affaibli, malade, mobilise et réveille toujours les Congolais. Car Étienne Tshisekedi est à lui seul un témoin, un acteur de la vie politique depuis les années 60. Premier docteur en droit du pays, Étienne Tshisekedi entame sa carrière politique aux côtés de Mobutu. Il est alors un pilier du régime dictatorial qui sévit au Zaïre. Mais les relations se dégradent, la rupture intervient en 1980. Tshisekedi dénonce les dérives du régime. Il prend part à la fondation du parti UDPS. 1982, ce sera la prison. Sa stature d'opposant, il l'acquiert dans les années 90. Ses adversaires, Kabila père d'abord, puis Kabila fils, jusqu'à aujourd'hui. Les régimes, les gouvernements se succèdent, mais entêté, lui ne flanche pas. Il boycotte. Ainsi, en 2006, il refuse de participer aux premières élections libres du pays. En 2011, changement de stratégie, il représente l'opposition au scrutin présidentiel, un scrutin entaché d'irrégularité. Alors, lors d'une cérémonie, il se proclame président élu. En vain, une fois de plus, le clan Kabila s'impose. Pour les Congolais, sa ténacité aura fait de lui un leader, un homme fort et redouté. Nous sommes une génération qui lutte pour l'alternance. Nos grands-parents ont lutté pour obtenir l'indépendance, ils l'ont eu. Le président Étienne Tshisekedi, qui vient de nous quitter, a sacrifié toute sa vie pour lutter pour l'instauration de la démocratie dans ces pays. Le sphinx s'est donc éteint. Pour ses partisans, un mythe est mort, mais le chemin tracé est encore long. Après avoir longtemps hésité à participer au dialogue national, Étienne Tshisekedi avait finalement accepté. Il devait prendre la tête du conseil de suivi de l'accord politique de décembre, trait d'union entre l'opposition et la majorité présidentielle. Mais le vieux, comme les Congolais l'appelaient, n'aura pas eu le temps. Voilà, Pierre Benoît, malgré la maladie et malgré l'éloignement en Belgique entre 2 et 3 ans pour des raisons de santé, Étienne Tshisekedi, présent sur cette scène politique nationale congolaise depuis près de 6 décennies, on a envie de dire de Joseph Désiré Mobutu à Joseph Kabila, il n'avait pas d'ételé. En effet, le fondateur de l'UDPS a été la pierre angulaire du compromis en cours sur la transition entre l'opposition et le pouvoir de Joseph Kabila, Pierre. Oui, Hassan, avec sa casquette à la Gavroche, son visage rond et fermé, c'est un grand fauve de la politique africaine qui vient de s'éteindre. Et l'homme le plus connu, le plus important de la société politique en RDC. Mais ce qui est sûr, c'est que cette figure de sphinx, de résistant jusqu'au bout, d'intransigeance par rapport à tout compromis, il est fondé sur aussi un personnage autoritaire qui dirige de façon très populiste, extrêmement dur, le parti qu'il a fondé, l'UDPS, ça c'est un premier élément. On a oublié le passage pro-moboutisme, il a été rappelé dans le reportage de Sophie Roussy, et surtout, son dernier rôle, finalement, c'est in extremis qu'il l'a obtenu, c'est ce qui a été dit également, à savoir qu'il est devenu le président du conseil de surveillance de la transition. Et cette transition, elle est fragile, elle n'a pas véritablement commencé. Donc, en fait, pour notre débat aujourd'hui, je pense que le plus important, c'est de savoir quelles sont les conséquences, à savoir pour la direction de l'UDPS, parce que ça ne va pas être facile pour le parti de trouver un successeur, vu l'importance à la fois autoritaire et la personnalité de l'individu, et aussi les conséquences sur la transition, parce que finalement, on peut se demander même si finalement le chronogramme de la transition n'a pas été calculé du côté de Joseph Kabila,
sur la question de la maladie et de la perte d'importance de Tshisekedi dans le processus de transition et le dialogue qui s'était amorcé depuis 6 mois. Alors, Francis Lalupo, il faut s'attendre sans doute au niveau du parti à une relève par le fils de Tshisekedi, Félix Tshisekedi. Pour autant, on est tenté de penser effectivement que l'opposition perd avec la disparition d'Étienne Tshisekedi une carte maîtresse face à Joseph Kabila. Une carte maîtresse, d'autant que Étienne Tshisekedi, par son parcours, était devenu une autorité morale pour l'ensemble de la classe politique, d'ailleurs, même pour ceux, évidemment, qui étaient ses adversaires. Il représentait quand même le ciment, en quelque sorte, de cette classe politique, et plus singulièrement, effectivement, le ciment de l'opposition. C'était un peu le pivot de ces négociations qui ont cours depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois, et c'est autour de lui, d'une certaine manière, que se construisait cet accord politique, le fameux accord du 31 décembre dernier, qui, évidemment, reste encore extrêmement fragile. Alors, c'est vrai qu'on savait que Tshisekedi avait une santé fragile. C'est un homme qui a eu un parcours tout à fait particulier parce que c'est un peu, je dirais, le dernier de la génération de ceux qui avaient 20 ans au moment des indépendances et qui donc ont traversé comme ça l'histoire de ce pays, l'histoire de l'Afrique avec leurs propres contradictions. C'est l'homme des rendez-vous manqués. Plusieurs rendez-vous manqués. C'est quelqu'un qui a souvent été, je dirais, aux portes du pouvoir, mais qui n'a jamais su, évidemment, gravir la marche pour aller au-delà, je dirais, pour l'accomplissement de son destin présidentiel. Il a raté l'occasion, après la conférence nationale, au début des années 90, en s'opposant à Mobutu, pour lui rappeler à chaque instant qu'il fallait respecter les règles dictées par cette conférence nationale, règles démocratiques. Il a raté une occasion aussi de se porter, évidemment, au sommet du pouvoir, quand il n'a pas vu venir la guerre de Laurent Désiré Kabila, qui a fait donc tomber le maréchal par les armes. Lui ayant été toujours, en fait, un apôtre de la non-violence, il faut le dire, qui s'est toujours opposé à la prise de pouvoir par la violence. Occasion ratée aussi, évidemment, en 2011, quand il a été élu, parce que c'était lui qui avait remporté cette élection. Je dirais, il y a une dernière occasion manquée, c'est peut-être celle de voir aboutir ce processus en cours, qui est quand même en train de créer les conditions d'une alternance hypothétique, certes, mais possible quand même. Voilà. À la lumière de ce que vient de dire Francis Lalupo et Pierre Benoît, Laurent, on est tenté effectivement de dire que finalement, s'il y a un héritage que laisse Étienne Tshisekedi, c'est davantage un héritage politique de l'ordre de l'éthique et de la morale, mais rien d'autre. Je crois que vous avez absolument raison. C'est ça qui va rester chez Tshisekedi, c'est sa capacité à résister à la tentation des armes. Surtout dans ce pays, la RD Congo, où les entrepreneurs de guerre sont légion, où prendre le pouvoir, c'est d'abord prendre des armes. Il a su effectivement être un modèle d'éthique politique dans le sens du refus de la violence et du refus des armes. Ça va rester. Ça va rester. Pour le reste, je ne sais pas ce qui va rester, malheureusement, l'héritage. Comme héritage pour Tshisekedi. Il y a l'autre aspect qui a été évoqué d'un mot par Francis, c'est que non seulement le côté gandhiste, c'est-à-dire l'importance de la manifestation et jamais la prise en main des armes, mais aussi le côté moral, c'est-à-dire que les combinations italiennes de partis, tout ça, il est très très au-dessus de tout ça. Quand on voit la classe politique congolaise d'aujourd'hui, et je vais citer les noms, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, on voit très bien qu'il y a des gens qui sont prêts à des compromis, à des alliances parfois contre nature, à des jeux régionaux entre le Kasaï, le Katanga, etc. Et finalement, il était au-dessus de ça. Et donc cet héritage moral, il peut encore influencer la transition, parce que quand même là-dessus, il faut qu'il y ait un socle dur et on ne voit pas trop quel sera le ciment. Voilà, l'avenir nous le dira, en tout cas, paix à l'âme d'Étienne Tshisekedi, un grand homme. Voilà, on passe au 28e sommet de l'Union africaine, ce lundi 30 et mardi 31 janvier à Addis Abeba, la capitale éthiopienne, et siège de l'organisation. Le sujet est résumé par Bastien Bory de TV5 Monde. C'est ce territoire, grand comme un État européen, qui alimente la discorde depuis 40 ans. C'est là qu'en 1976, des tribus sahraouis proclament une république arabe démocratique. Aux grandes dames du Maroc, le moment est choisi. À l'époque, c'est Edem Kodjo qui dirige l'organisation de l'unité africaine.
L'homme est attaché au principe d'autodétermination des peuples et intègre la jeune république sahraoui à l'OUA. Hassan II en claque la porte le 12 novembre 1984 et depuis Rabat contrôle toujours 80% de ce territoire très riche en phosphate. Soutenu par 20 pays africains, critiqué par 20 autres, le Maroc insiste pour en obtenir la totale souveraineté au risque de fracturer l'Union africaine. La Cour internationale de justice l'a dit, il y a des liens juridiques et un rapport d'allégeance entre le Royaume du Maroc et le Sahara. 40 ans plus tard, le pari semble réussi pour la diplomatie marocaine qui est parvenue à imposer la question du Sahara à l'agenda d'une organisation qu'elle a pourtant quittée. Voilà, la réintégration du Maroc au sein de l'organisation panafricaine, évidemment, a été l'un des points marquants de ce 28e sommet de l'Union africaine, sommet qui a porté aussi à la tête, à la présidence de l'organisation, le président de Guinée-Conakry, Alpha Condé, qui renforce lui aussi sa position diplomatique après avoir négocié un compromis et une sortie en douceur de Yahya Jammeh, le chef de l'État gambien, renforce donc son poids diplomatique. Succès diplomatique donc pour le roi Mohamed VI, qui reprend sa place, qui revient à la maison, pour reprendre son expression, après que son père ait suspendu la participation du royaume en 1984 en raison de l'intégration de la RAS, de la République arabe sahraoui. Mais la RAS est toujours là et le Maroc revient. Oui, c'est intéressant ce débat à Addis Abeba, parce qu'au départ, quand on a commencé à ouvrir le dialogue sur cette question, il y avait 39 pays qui étaient favorables, 13 qui étaient contre, et puis à l'arrivée, il n'y en a plus que 10 qui s'opposaient, etc. Et parmi les opposants, on a vu les anciens pays qui avaient finalement conduit des luttes de libération, l'Angola, la Namibie, Robert Mugabe, l'Algérie, et voilà. C'était, bon, finalement, pas de surprise trop claire de ce côté-là. Le vrai intérêt, c'est, comme vous le dites, Hassan, c'est que le Maroc de Mohamed VI, c'est plus du tout le Maroc de Hassan II. D'une part, sur le plan géopolitique régional, on voit bien que l'Union du Maghreb arabe est complètement bloquée d'ailleurs par ce conflit entre l'Algérie et le Maroc. Le chaos libyen. Le chaos libyen, qui est un autre élément. Et puis le fait que la Mauritanie, elle n'a pas de poids réel dans la dynamique régionale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est tous les accords économiques qui ont été passés par le Maroc avec l'Union européenne. On ne peut pas espérer beaucoup mieux. C'est un peu comme l'histoire avec la Turquie. Donc le côté nord est un peu bloqué. Donc qu'est-ce qui reste ? Eh bien, il reste que ce que le souverain est en train de faire depuis maintenant le début des années 2010, c'est-à-dire une offensive économique, diplomatique et politique générale en direction du Sud. C'est-à-dire, le grand succès, c'est pas seulement la réintégration du Maroc, c'est ce qu'elle symbolise par rapport, dans l'Union africaine, mais c'est ce qu'elle symbolise par rapport à la réalité économique et politique du pays et l'influence qu'il a. On a vu le Sénégal monter au créneau pour défendre le retour, etc. Voilà. Et Francis, un mot sur ce retour du Maroc au bercail. Le Sénégal est monté au créneau, je reprends ce que vous disiez, et ce n'est pas par hasard, parce qu'on a affaire, c'est un choc de génération auquel on assiste. Ouais. Vous avez la génération des Mugabe, des Zuma, etc., qui sont effectivement... Et un passage de témoin, Oui, d'ailleurs, je pense que leur position est tout à fait respectable, puisque Mugabe évoque quand même, je dirais, l'attachement à une certaine idéologie. Et en face, vous avez une jeune génération, Macky Sall, le roi Mohamed VI, qui sont plutôt les partisans du réalisme politique et d'une forme de cohérence qui relève de leur époque. Parce qu'il fallait que le roi Mohamed VI trouve une cohérence entre, effectivement, l'offensive diplomatique et commerciale du Maroc, notamment, surtout vers les pays du sud du Sahara, et l'appartenance, le retour nécessaire, logique, au sein de la maison de l'Afrique, comme il disait, il revient à la maison en quelque sorte. Mais c'est un acte important. Je pense que on peut évidemment y voir aussi, je dirais, l'aspect émotionnel, parce que le roi a prononcé un discours qui était un discours très fort, un discours émouvant, un discours historique. Donc il y a une forme, je dirais, de sincérité comme ça dans ce retour, dans cette adhésion, dans cette nouvelle adhésion du Maroc. Mais c'est surtout, avant tout, un acte de cohérence politique et de réalisme politique. Voilà. Et générationnel avec le Rwanda. Paul Kagame était en première ligne également. Absolument. Laurent, effectivement, il y a un aspect réel politique dans cette réintégration du Maroc au sein de l'organisation panafricaine.
Tout comme il y a un aspect réel politique aussi dans le fait que c'est un Tchadien, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Moussa Faki Mahamat, qui a été porté à la présidence de la Commission de l'Union africaine. On retrouve là, finalement, peut-être un renforcement de la diplomatie du président Déby, qui est aujourd'hui le bras armé africain, en tout cas, de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Bien sûr, mais je voudrais ajouter un mot, si vous voulez bien, sur le Maroc. C'est bien sûr une victoire du Maroc, mais c'est aussi une défaite de l'Algérie. En race campagne. Et ça signe là, au fond, la faiblesse de ce pays qui est en train vraiment, devant nous, il y a une implosion intérieure algérienne. Et ça, c'est extrêmement inquiétant pour l'avenir, même si c'est évidemment une bonne nouvelle pour le Maroc. Ça, je voulais quand même ajouter. Absolument, c'est tout à fait réel et exact. Pour le Tchad, c'est évidemment une grande victoire d'Idriss Déby, qui apparaît aujourd'hui comme l'homme fort de l'Afrique francophone. Et là, pour les prochaines années, on est vraiment devant une redistribution des cartes du jeu africain, avec non seulement je dirais, Idriss Déby qui s'impose sur la scène africaine, mais aussi qui réussit à avoir des soutiens étrangers. Et je pense, j'aborde déjà un tout petit peu le troisième thème, mais je pense aussi à l'élection de Donald Trump, qui, là, évidemment, avec son nouveau secrétaire d'État, on trouve là un axe entre les États-Unis, Washington et N'Djamena qui va être très, très fort. Et bien entendu, le soutien de la France. J'ajouterai encore une chose, si vous voulez bien, parce qu'il y a une autre leçon que je voudrais aussi vous proposer autour de ce sommet, de ce 28e sommet, qui était vraiment un sommet passionnant, c'est la défaite ou le recul de l'Afrique anglophone. Là, de manière assez étonnante, alors que on avait assisté vraiment au triomphe avec Zuma à la tête de la commission, à un retour vraiment assez important de l'Afrique anglophone. Là, c'est une défaite sur tous les fronts. C'est peut-être le bilan de Madame Zuma. C'est le résultat. Un mandat qui était à tout le moins terne, évidemment, qui a un peu, je dirais, effacé l'Union africaine des radars internationaux. Et aussi le fait que les deux mastodontes de l'Afrique anglophone, à savoir le Nigeria et l'Afrique du Sud, elle est pas bien vue à cause de son image de régime, mais le Nigeria, parce que c'est un foyer de tension avec Boko Haram. Donc ils se sont un peu anesthésiés l'un vis-à-vis de l'autre. Et puis surtout, le Nigeria aujourd'hui est sur la même longueur d'onde que le Tchad. Je vais juste dire un mot aussi à la diplomatie tchadienne, évidemment, dont on célèbre évidemment la victoire avec l'arrivée à la présidence de la commission de l'ancien ministre des Affaires étrangères du Tchad. Je vais juste dire que voilà, aujourd'hui, on voit bien dans un monde en guerre que la capacité militaire est devenue un atout diplomatique, est devenue un argument de diplomatie. Est-ce qu'il faut s'en réjouir? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une réalité aujourd'hui. Et peut-être que Idriss Déby a compris, plutôt que d'autres, que cet argument-là était l'argument le plus porteur aujourd'hui. Il y a quelques vieilles années, c'était la lutte contre le communisme qui réunissait un certain nombre de dirigeants dans le monde. Aujourd'hui, c'est la lutte contre le terrorisme qui devient l'argument maître central, en tout cas, dans les négociations diplomatiques. À la sphère francophone, avec les deux aspects, d'un côté ce que dit Francis, la dimension militaire de la diplomatie par rapport à la lutte contre le terrorisme, et de l'autre côté, la dimension politique avec Alpha Condé, dans une négociation très difficile qui a trait au maintien et au statu quo de la démocratie sur le continent. Un dernier mot. C'est ce que vous disiez, je pense à l'héritage d'Étienne Tshisekedi. Je reviens à ce sujet parce que lui, évidemment, il a refusé les armes. Mais il n'a jamais pu prendre le pouvoir. Voilà. Et de ce 28e sommet, on retiendra aussi l'adoption des réformes de l'organisation panafricaine proposées par le Rwandais Paul Kagame, notamment sur les financements de l'organisation qui, pour l'instant, dépend à 75% de bailleurs de fonds étrangers. RFI TV5 Monde, on passe au dernier sujet d'Afrique Presse, Pierre Benoît, c'est le décret antiterroriste et anti-musulman. Selon ses détracteurs très nombreux, un décret signé vendredi dernier par le président américain Donald Trump. Alors, il bannit du sol américain pendant 3 mois les ressortissants de 7 pays du Moyen-Orient et d'Afrique. Alors, si l'on additionne les populations somaliennes, libyennes et soudanaises, ce sont les 3 pays visés, Libye, Somalie, Soudan, eh bien, ça représente plus de 53 millions d'Africains interdit donc de séjour de facto aux États-Unis parce que né dans un pays majoritairement musulman. Oui, vous l'avez très bien dit, Hassan. D'un côté, c'est un décret antiterroriste, mais qui est de facto un décret anti-musulman. Et donc, le premier continent qui est en première ligne par rapport à ça, c'est bien le continent africain. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que cette fermeture, cette façon de claquer la porte, un peu comme ils viennent claquer la porte aux Mexicains, eh bien, l'Afrique va payer le prix lourd au niveau de la circulation des personnes et des biens. Et la réaction des
des pays en question. D'abord, la réaction d'Alpha Condé, puisqu'on vient de parler de l'Union africaine, a été très nette, très forte et immédiate. Ça, c'est une bonne chose. La réaction des pays en tant que tel, Libye, Soudan, est plutôt faible, plutôt modérée. C'est surtout l'opinion publique, les réseaux sociaux, l'ensemble de la toile africaine qui s'est enflammée autour de ça, parce qu'effectivement, après Obama, mais c'est une douche froide considérable. Et les dirigeants européens aussi, hein, la chancelière allemande, Angela Merkel, a carrément parlé de décret anti-musulman, Francis. Décret anti-musulman. Mais on est impuissant parce que ce décret de M. Trump n'est pas illégal. Il n'est pas illégal. Contre les principes moraux, contre tous les principes Il n'est pas illégal parce que c'est le président américain qui a le droit de prendre des décrets. Il n'empêche qu'il s'agit d'un décret farfelu, dangereux et absolument inefficace. D'ailleurs, Antonio Guterres, le nouveau secrétaire général des Nations Unies, le lui a rappelé en disant d'abord que c'était inefficace contre la lutte, en ce qui concerne la lutte contre le terrorisme. Dangereux parce que, évidemment, ça bouleverse les équilibres géopolitiques sur la scène internationale. Et surtout farfelu parce que vous avez quand même vu la liste des noms, enfin, la liste de ces pays. La Somalie, le Soudan et la Libye, évidemment, je dirais... Et au Moyen-Orient, c'est l'Iran, la Syrie... Et vous aurez remarqué quand même qu'il aurait pu mettre... l'Irak. Pourquoi pas le Nigeria, puisque le Nigeria compte quand même une forte population musulmane. Il aurait pu exclure tous les ressortissants du nord du Nigeria, par exemple. Pourquoi pas l'Arabie Saoudite? Et pourquoi pas l'Algérie? Tiens, parce que, évidemment, M. Trump, il a beau, évidemment, respecter ses engagements, il n'a pas perdu pour autant le sens des affaires, parce qu'on connaît les liens économiques extrêmement étroits entre les États-Unis et l'Algérie, au nom du pétrole. Et par ailleurs, si on élargit le décret au-delà de l'Afrique, vous avez remarqué aussi l'absence de l'Arabie Saoudite dans la liste de pays qui sont l'Égypte. concernés. Ce n'est pas un hasard. Le Nigeria et l'Algérie non plus. Alors, farfelu donc. Hein. Cela dit, c'est quand même un chef-d'œuvre de crétinerie politique, excusez-moi, il faut bien le dire. Parce qu'on sait très bien que ce décret, évidemment, va pouvoir, disons, animer la politique américaine et surtout animer le spectacle personnel de M. Trump pendant quelques temps, mais qu'à l'arrivée, de toute façon, il faudra rebattre les cartes parce que ce n'est pas tenable indéfiniment. Laurent. Moi, je pense en revanche que c'est pas complètement idiot. Alors je m'explique. Le décret. C'est bien, d'un point de vue... C'est-à-dire que, bien sûr que ça l'aide de notre point de vue, mais ce décret, il n'est pas à la destination du monde. Il n'est pas à la destination de l'Union européenne ou des Africains. Il n'a absolument pas à destination, il n'a aucune ambition géopolitique. Il est à destination des Américains. Et Trump, il ne s'adresse qu'à ceux qu'à ses électeurs, qui sont des Texans, pour qui, effectivement, ces pays-là, en tout cas, on parle des pays africains, sont dans le... Ça veut dire, Laurent, que les États-Unis ont de facto renoncé à être une puissance mondiale, non, mais sont à être dans la première puissance du monde. Ils sont méconnus quasiment de la plupart des Américains. J'essaye de comprendre Trump. Oui. C'est-à-dire que Trump, lui, s'adresse à ses électeurs et leur dit, la Somalie, vous vous souvenez, c'est Benghazi. Le Soudan, vous vous souvenez, c'est à la fois Ben Laden et le Darfour. Et la Somalie, c'est Mogadiscio. Enfin, c'est le Mais degré pas l'Arabie Saoudite. Et la Libye, c'est Benghazi. Non, bien sûr. La Libye, c'est Benghazi. Et la Libye, c'est Benghazi. C'est le degré zéro du raisonnement politique, quand même. Oui, mais il ça s'adresse. approche. Mais lui, il s'adresse à ses partisans. Ouais. C'est tout. Le reste du monde, Et les conséquences, c'est on un le immense voit bras déjà. d'honneur qu'il fait le reste du monde. Ouais. Et plus on sera indigné par ce décret, et plus on sera indigné par cet homme, plus cela va, à mon sens en tout cas, renforcer sa base électorale et lui permettre, ça lui donnera les moyens de faire n'importe quoi. N'importe quoi. Et c'est vrai que Alors, c'est Francis, du non mais le protectionnisme raisonnement, économique, c'est juste l'abandon de tout leadership diplomatique de la part des États-Unis mais ça, ce sont d'Amérique. des considérations, je dirais, politiquement correctes, diront les Trumpistes. Mais par exemple, quand on suit le raisonnement de Laurent, c'est aussi la décision de Trump, par exemple, de ne plus subventionner les plannings familiaux en Afrique, c'est-à-dire 600 millions de dollars de pertes de manque à gagner, justement en application de sa politique anti-IVG aux États-Unis. Donc c'est à usage interne, là aussi. Écoutez, M. Trump a le droit de dire et de faire ce qu'il veut et de tweeter à longueur de journée, évidemment, les décisions qu'il prend comme s'il était encore en train de tourner un feuilleton télévisé. Mais un homme qui dit que le réchauffement climatique est une blague inventée par les Chinois, je veux dire, excusez-moi, il y a quand même de quoi s'interroger sur les décisions qu'il prend et les mesures qu'il annonce. Alors, effectivement, on n'est pas dans le politiquement correct, on est dans le raisonnement, dans le décryptage d'un raisonnement et du niveau de la qualité de raisonnement. Il est évident que les décisions qui sont prises aujourd'hui, les décrets qui sont pris, sont effectivement à destination de ces électeurs et que peut-être qu'en matière de politique intérieure, cela est payant parce que ça, évidemment, ça entretient, je veux dire que ça satisfait des émotions. Mais en termes, je dirais, d'applicabilité et d'efficacité, on voit très bien... Écoutez, vous avez vu un peu tout ce que cela entraînait dans le...
pour les compagnies aériennes ces derniers jours. Bien sûr, en Alors, chaos. Il n'y a pas que ça comme cause. Quand on voyait des personnes aujourd'hui, et il y en a quand même une foultitude dans le monde, qui ont une double nationalité, qui sont à la fois américains et syriens, qui ne peuvent pas rentrer chez eux après être partis en vacances, etc. On est quand même, je dis que là, effectivement, on est dans une mauvaise farce signée, estampillée M. Trump. Mais Voilà, 5 secondes, Pierre. 5 secondes. Les conséquences sont aussi en interne, puisque la Silicon Valley, c'est-à-dire tous les ingénieurs étrangers qui travaillent là-bas, sont en frontal par rapport à cette politique-là. Mais pour Monsieur Et donc, Trump- il faudra qu'il en tienne compte un jour ou l'autre. Mais pour M. Trump, et selon M. Trump, il n'y a pas de problème. C'est le monde. Ce décret ne C'est le provoque monde aucun problème. Le monde selon Trump. C'est le monde selon Trump. Ainsi prend fin à cette émission. Merci Pierre Benoît, Francis Laloupeau et Laurent Larcher, ainsi qu'aux équipes techniques et rédactionnelles d'Afrique Presse. Vous pouvez retrouver évidemment cette édition sur les sites internet de RFI et de TV5 Monde. Grand merci de votre fidélité à Afrique Presse.